bienvenue dans Labo d'Hippocrate. Je m'appelle Léo, je suis médecin en fin de formation. Chaque semaine, nous explorons votre santé et le fonctionnement de votre corps avec des conseils à appliquer au quotidien. Pour cela, nous utilisons la science, les études, mais aussi l'intervention d'une multitude d'experts. J'espère que vous êtes prêts à obtenir la santé que vous méritez. On est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, dans Labo d'Hippocrate, nous recevons Olivier Roy-Baillargeon, membre de la clinique du coureur. Nous aborderons votre souffle et les mécanismes d'adaptation de votre corps à l'effort cardiovasculaire. VO2 max, consommation d'énergie à l'effort, hormèse, vous aurez toutes les clés de compréhension pour prendre soin de votre corps et de son incroyable système cardiovasculaire et respiratoire. On est parti. Olivier, bonjour. Salut Léo, ça va? Ça va très bien et toi? Très très bien, merci. Je reviens de courir, alors je suis dans mon meilleur état. Parfait, ça promet un bel épisode. Comme d'habitude, je vais te demander de te présenter pour t'introduire un petit peu, pour que les gens puissent te connaître avant qu'on discute de sujets un peu plus précis. OK. Je m'appelle Olivier Roy-Baillargeon, j'ai 38 ans, je vis à Montréal, comme ça s'entend, au Québec. Je travaille pour la Clinique du coureur, un organisme de formation continue pour les professionnels de la santé et du sport sur la prévention et le traitement des blessures en course à pied. Je suis marathonien, papa d'une petite fille de bientôt 8 ans, et je coach une trentaine d'athlètes de niveau récréatif, intermédiaire, semi-compétitif, principalement en course sur route, d'endurance, principalement marathon, quelques coureurs qui font de l'ultra. J'ai d'ailleurs un de mes athlètes qui est sur la ligne de départ de l'UTMB là, dans quelques heures. Ouais, c'est bientôt. Et du coup, toi, ta spécialité, un petit peu, si je peux dire comme ça, c'est plus tout ce qui touche à la physiologie de l'activité et du sport. Oui, par un heureux détour de la vie, en ce sens que, dans le fond, moi, ma formation initiale à l'université était plutôt en aménagement du territoire et en urbanisme. Je me suis destiné à devenir professeur des universités en urbanisme. La vie a fait en sorte que je n'ai pas pu me consacrer à cette carrière en raison de conditions médicales de ma conjointe là, qui m'a empêché de prendre un emploi qui m'aurait pris autant de temps et d'énergie à l'extérieur des heures habituelles de bureau. Justement parce que je crois beaucoup à ces détours de la vie et au concours de circonstances et au curieux hasard. Au moment où justement j'étais en cours de réorientation de carrière, on m'a approché à la clinique du coureur pour me joindre à l'équipe pour lancer un projet de communication pour lequel j'étais qualifié, même si c'était pas un projet d'urbanisme. J'ai fait mes études pré-universitaires en communication dans les médias, particulièrement en animation radiophonique. Et puis, à force de graviter au sein de cet écosystème, bon, moi, j'étais déjà coureur d'un assez bon niveau. En France, je pense qu'on pourrait dire que je suis à niveau régional. J'avais donc un record personnel de 2h32 sur marathon. Correct, mais considérablement moins rapide que les femmes les plus rapides au Canada, pour donner une idée. Et puis, à force d'être au contact de Blaise Dubois, le fondateur que tu as déjà rencontré, de son collègue à la recherche et développement, Jean-François Esculier, j'ai appris à découvrir beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus en détail le fonctionnement du corps humain, le fonctionnement du système musculo-squelettique qui est très, très, très fortement sollicité en course à pied, contrairement au vélo ou à la natation. Et j'ai découvert que la clinique du coureur avait depuis un an, tout au plus, un cours qui s'appelle 1.7, Principes et planification d'entraînement. Et je venais tout juste de commencer à coacher des athlètes qui m'avaient approché par intérêt. Je les entraînais un peu comme je m'entraînais, mais sans avoir vraiment de base sur le sujet. Et après avoir suivi ce cours, en fait, j'ai vraiment eu la piqûre, j'ai vraiment eu envie de développer une compréhension au moins aussi fine des mécanismes physiologiques, donc des systèmes cardiovasculaires et métaboliques. Au même titre que j'avais depuis cette année et quelques là, développé une connaissance fine du système musculo-squelettique au contact de Blaise et Jean-François. Et donc, à force de lire les études scientifiques que Jean-François passe en revue dans ses recensions mensuelles, à force de m'abonner à des chaînes YouTube ou à des podcasts qui sont animés par des physiologistes de l'exercice, comme Ross Tucker, comme Steven Seiler, comme Mark Burnley, et à force de creuser sur ces questions que l'on me posait comme
comme athlète ou sur lesquels j'étais appelé à échanger avec les coachs avec lesquels je me formais dans le cadre du programme national de certification des entraîneurs au Québec et au Canada, ben, j'en suis devenu en quelque sorte une sorte de spécialiste de la physiologie appliquée au coaching. Alors, je ne pourrais jamais dire que je suis physiologiste moi-même, mais je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis probablement, dans le monde francophone, un de ceux qui a la meilleure capacité à saisir les notions complexes qui viennent du monde de la science et à les traduire en termes relativement simples pour des coachs et des entraîneurs. Donc, aujourd'hui, je profite de cet esprit de vulgarisation-là pour accepter des invitations, par exemple, comme la tienne, pour venir discuter de notions de physiologie pour un public vaste et pour des gens intéressés. Parfait. On va pouvoir entrer rapidement dans le vif du sujet, du coup. La première question, c'est, on va rester un petit peu sur ce côté science un peu profonde pour vraiment avoir des clés de compréhension sur qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je fais un effort, pourquoi je suis essoufflé, pourquoi mon cœur s'accélère. Est-ce que tu peux essayer de, en grossissant peut-être un peu les traits, mais de nous donner quelques précisions là-dessus? Oui. En fait, pour commencer à comprendre, je ne sais pas toi dans quelle partie de la France tu te trouves, mais ici au Québec, un des outils les plus importants dans nos maisons, c'est le thermostat. L'été, quand il fait très chaud, on a besoin d'avoir la clim pour abaisser la température. Et l'hiver, au contraire, lorsqu'il fait moins 30, il n'y a pas de mur assez étanche, il n'y a pas de fenêtre assez étanche pour conserver la chaleur de l'intérieur de façon inerte. Notre corps est doté, en quelque sorte, d'un ensemble d'outils similaires au thermostat. Dans le corps humain, par exemple, il faut que la température corporelle soit de 37 degrés Celsius à quelques décimales près. Donc, le thermostat qui régule la thermorégulation, dans le fond, qui régule la production de chaleur ou la dissipation de chaleur, est réglé pour que, quand il fait très chaud, on dissipe cette chaleur-là avec donc une dilatation des vaisseaux sanguins pour acheminer la chaleur à la surface de la peau et un travail des glandes sudoripare pour faire produire une eau qui, une fois à la surface de la peau, va être évaporée par cette chaleur excessive. Et à l'inverse, au Québec, très fréquemment, du mois de décembre au mois d'avril, quand il fait beaucoup plus froid dehors que la température à laquelle notre corps peut se thermoréguler, on a au contraire une constriction des vaisseaux sanguins pour garder la chaleur vers le centre du corps, pour garder les organes vitaux à la température requise. Si bien donc on a froid aux doigts, on a froid aux orteils et tout, parce que le corps sacrifie ses parties non essentielles, n'envoie presque que plus de sang dans ces parties-là. Alors, ce qui est vrai dans le corps pour la thermorégulation, que votre thermostat doive activer la clim pour rabaisser la température interne ou au contraire activer les convecteurs pour réchauffer la température de la pièce, fonctionne aussi pour tous les autres systèmes corporels dont l'équilibre est perturbé par l'activité que l'on produit. Donc, quand tu l'as mentionné, hein, quand on commence à bouger, une activité musculaire très importante et qui est très énergivore. Chaque contraction musculaire exige beaucoup d'énergie qui est stockée dans le corps, mais qui est brûlée par cette contraction musculaire-là. Et la contraction musculaire est un régime de production d'énergie qui est extraordinairement inefficace. On gaspille entre 4 cinquièmes et 3 quarts de l'énergie que l'on consomme pour produire cette contraction musculaire-là en devant la dissiper sous forme de chaleur. Si tu as 4 molécules d'énergie, il y en a 3 qui servent à juste être le sous-produit de la contraction pour une seule qui est utilisée véritablement pour la contraction. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le glycogène stocké dans les fibres musculaires, ces produits des glucides que l'on a consommés et qui sont allés s'emmagasiner dans nos muscles, vont, au fur et à mesure de l'effort, être consommés. Et si on ne consomme pas d'énergie, comme je vais le faire dans les pauses de notre conversation, on vide ces réserves-là et donc, forcément, on arrive à un déséquilibre. On arrive à par exemple, une pièce qui est rendue trop froide. Et là, le convecteur va devoir être activé par le thermostat pour faire remonter, non pas ici la température corporelle du corps, mais plutôt les stocks de glycogène.
chaque système mobilisé, on a un marqueur et un mesureur, en quelque sorte, d'équilibre. Et l'ensemble de ces systèmes en équilibre, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, l'état stable et qui est équivalent à la suite de l'effort, à l'état stable préalable à l'effort. Donc, pendant que je suis allé faire une activité physique, toutes ces contractions musculaires ont généré beaucoup de chaleur que j'ai dû dissiper. Dissiper cette chaleur a eu un gros coût énergétique et probablement hydrique aussi. Mes glandes sudoripare ont produit énormément de sueur pour que ma peau soit mouillée. Alors, je me suis déshydraté, j'ai vidé mes réserves de glycogène et donc là, je vais devoir, à la suite de cet effort, rétablir cet équilibre interne. Donc, si on veut prendre le portrait global, on dirait le but quand on fait une activité physique, c'est de perturber délibérément cet équilibre interne de nos systèmes corporels, perturber notre homéostasie. Et le fonctionnement du corps est de détester cette perturbation de l'homéostasie et donc de prendre les moyens nécessaires pour prévenir le déséquilibre aussi grand que celui que l'on vient de vivre la prochaine fois. Donc, le corps développe des mécanismes pour que la fois suivante, la même perturbation souhaitée n'entraîne pas un aussi grand déséquilibre que ce qui a été mesuré la première fois. Donc, autrement dit, faire le même effort dans les mêmes conditions va devoir, par exemple, me déshydrater un peu moins, va vider mes réserves de glycogène musculaire un peu moins et tout. Et à la suite de cet effort, lorsque je vais me réhydrater et reprendre des glucides, les réserves vont se reconstituer plus rapidement et seront mieux protégées la fois suivante. Autrement dit, la secousse, le tremblement de terre qui a été produit par l'activité physique va secouer énormément le corps la première fois, mais lui va développer des mécanismes, va s'adapter pour que la fois suivante, la même secousse génère beaucoup moins de tremblements. Et à force de répéter, à un moment donné, ça deviendra monnaie courante et le corps sera capable d'y répondre sans même que son équilibre interne soit perturbé. C'est vraiment un schéma qui est super important à comprendre, c'est qu'au final, on stresse délibérément notre corps pour le forcer à s'adapter. Et c'est comme ça que on va avoir, mais à peu près pour tout, avoir moins mal aux muscles quand on soulève des poids qu'au départ. On va avoir plus d'endurance quand on se met à courir. C'est quelque chose qu'on avait abordé avec Anthony Berthoud aussi, le principe un peu d'hormèse où le corps finit par s'adapter à un stress qu'on lui provoque. Oui, Anthony, d'ailleurs, qui est aussi un des enseignants de nos cours, lui, dans son cas, les cours du volet 1.8a et 1.8b, donc sur la nutrition sportive et les principes d'adaptation, de maladaptation, de désadaptation, utilise donc le principe d'hormèse pour évoquer, dans le fond, le principe selon lequel, si tu veux t'immuniser à un poison, il faut que tu t'y exposes à petite dose et que de l'exposition numéro 1 à l'exposition numéro 2, il faut que tu augmentes légèrement la dose pour que l'adaptation continue à se faire et que tu développes l'immunité à une dose très importante. Parce que si quelqu'un cherche à t'empoisonner, il va pas seulement te donner une microdose. Et c'est comme ça que les autres systèmes corporels fonctionnent aussi. Les cartilages dans tes genoux, les tendons qui relient tes os et tes muscles, les muscles eux-mêmes qui vont être traumatisés par les contractions excentriques au moment du contact du pied au sol et de la propulsion. Chez une personne qui n'a jamais couru, ils sont aussi peu immunisés contre le poison que quelqu'un qui n'a jamais pris une seule goutte de ciguë, par exemple. Et chez moi, qui court régulièrement 200 km par semaine, je peux poser des charges d'entraînement en volume, en dénivelé, en intensité que mes tendons, mes cartilages, mes muscles tolèrent très, 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 très bien. Et on ne connaît pas encore aujourd'hui de système corporel qui ne répondent pas à cette sollicitation et qui ne développe pas des adaptations. Les populations latino-américaines, par exemple, les populations du sous-continent indien sont capables de manger des nourritures infiniment plus épicées que nous. Mais c'est pas parce que du jour au lendemain, elles sont passées de nourriture sans épices à nourriture très, très, très épicée, ou c'est pas parce qu'elles sont génétiquement mieux disposées à tolérer ces épices. C'est parce que
toute la nourriture est toujours au moins un peu épicée chez eux et qu'à force de manger épicé, leur langue et leur papilles gustatives deviennent capables de tolérer des nourritures de plus en plus épicées. La peau, lorsque l'on devient plus foncé, lorsque l'on est plus bronzé à s'exposer au soleil, c'est l'adaptation recherchée par la peau pour ne plus subir avec autant de violence une exposition spontanée au soleil. Donc, une première exposition au soleil au mois de mars, au mois d'avril ici, va générer à coup sûr un coup de soleil. Je vais être aussi rouge que mon T-shirt. Rendu au mois d'août, moi, je peux aller 3 fois plus longtemps au soleil sans risquer d'attraper un coup de soleil juste parce que j'ai bronzé avec le temps. Ma peau est devenue mieux adaptée à l'exposition au soleil. La peau du dessous des pieds est beaucoup plus forte, développe des callosités qui la rendent beaucoup plus tolérante à la friction, à l'abrasion, parce qu'elle y est exposée. Alors que la peau de ton triceps, elle est jamais exposée à la friction, donc elle est hyper mince et hyper sensible. Et tous les systèmes corporels, comme ça, fonctionnent de cette manière-là. Ton système immunitaire, la première fois que tu envoies ton enfant à la crèche, quand il a 1 an, son système immunitaire n'a été exposé qu'à ces petits virus, ces petites bactéries qui étaient dans ta maison, qui ne sont qu'une infime proportion de tous les virus et de toutes les bactéries auxquelles il va être exposé lorsqu'il va aller à la crèche la première fois. Alors, à coup sûr, immanquablement, la première semaine, il va te ramener tout microbe qu'il a pu attraper des autres enfants, mais c'est essentiel. C'est essentiel qu'il y soit exposé, justement pour rendre son système immunitaire plus fort. C'est pour cette raison-là qu'on s'expose délibérément à des petites doses de la COVID quand on se fait vacciner, par exemple. On s'expose à des petites doses de la malaria, du paludisme, de l'hépatite, quand le système immunitaire se renforce au contact des pathogènes contre lesquels il doit nous défendre. Et donc, ta physiologie aussi va développer des adaptations spécifiques, comme ton système musculo-squelettique, par cette espèce de principe d'Hormèse. Donc, il faut qu'initialement, je t'amène à tolérer l'inconfort d'avoir trop chaud parce que tu cours et que tu dissipes très mal ta chaleur. Il faut que je t'expose à t'approcher de l'hypoglycémie parce qu'au début, même à des très bas régimes, tu gaspilles une quantité folle de glycogène musculaire et qu'en un effort assez bref et à une intensité qui n'est pas si élevée en absolu, tu sois au bout de tes réserves parce que ton corps n'a pas développé les mécanismes nécessaires pour bien dissiper sa chaleur et pour bien protéger tes réserves de glycogène. Et c'est à force de le répéter, en augmentant tranquillement la dose, comme la dose de poison dont on parlait initialement, que tu vas développer ces capacités-là. Donc, c'est effectivement essentiel que pour développer une adaptation, il faut stresser un système délibérément pour le pousser à l'extérieur de sa zone de confort. Mais là où font la plupart du temps les athlètes qui débutent en course à pied, une grave erreur, c'est de penser que pousser davantage, plus loin, en dehors de la zone de confort de façon plus souvent, plus fréquemment, plus intensément, va susciter davantage d'adaptation. Et chez eux, en fait, il y a un des éléments dans l'équation qui est manquant. Ils entendent stress égale adaptation, mais ils comprennent mal que c'est un stress suivi d'une récupération adéquate qui va entraîner des adaptations et que c'est un processus cyclique. On ne fait pas juste empiler des stress en s'attendant à ce qu'on développe l'adaptation pendant qu'on se stresse, mais bien parce qu'on se laisse un moment entre l'empilage du stress précédent et l'empilage du stress suivant pour laisser le corps développer l'adaptation nécessaire pour être capable de tolérer le stress suivant. Donc, c'est stress plus récupération égale adaptation. J'aimerais revenir aussi sur une notion. C'est vrai que instinctivement, on en parle assez facilement parce qu'on sait ce que c'est. Mais est-ce que tu peux revenir un peu sur la notion de glycogène, dire un peu qu'est-ce que c'est, comment on le forme, où ça se trouve réellement et à quoi ça sert? Bon, quand tu manges, dans le fond, tu peux consommer à part quelques micronutriments de style vitamines et minéraux qui sont dans leur famille à part entière. L'essentiel de ce que tu consommes appartient à l'une des 3 grandes familles, lipides, glucides, protéines. En ce qui concerne les lipides, c'est tous les acides gras. Les légumes ou les fruits très riches en gras comme l'avocat, les huiles d'olive, de colza, les graisses animales, le gras de canard, le bacon,
et des huiles contenues dans des produits, par exemple, oléagineux, donc les noix, essentiellement. Persuadé qu'Anthony t'en a déjà parlé et beaucoup plus scientifiquement et clairement que moi. La deuxième famille, c'est les glucides, la partie sucrée ou riche en amidon, par exemple, des aliments. Donc, la pomme de terre, même si elle n'a pas un goût très sucré en elle-même, est très, très riche en glucides parce qu'elle est très, très riche en amidon. Les fruits, certains légumes comme la patate douce, très, très riche en glucides. Les céréales, le riz, le blé, le quinoa, donc, par exemple, les grains qui font les produits céréaliers, le pain croissant. Je sais pas si chez toi on dit chocolatine ou pain au chocolat. Pain au chocolat. Pain au chocolat, voilà. Ici, c'est chocolatine, mais bon, c'est pas nous qui l'avons inventé, donc je veux bien l'appeler comme vous. Et puis, l'autre côté, ce sont les protéines. Donc, des protéines soit de source animale, soit de source végétale. Donc, le soya, l'œuf, les légumineuses, les haricots rouges, les haricots noirs, les pois chiches, ou la viande, donc de bœuf, la volaille, les viandes rouges, les poissons, les crustacés. Et grosso modo, donc, il y a 2 de ces substrats que le corps sait emmagasiner. Et les protéines, qui sont grosso modo des blocs de construction des tissus musculaires, des cellules donc osseuses de la peau, des organes, dont le corps a besoin parce qu'il en recycle énormément dans la journée, mais qu'il ne parvient pas à stocker. Donc, ce que l'on consomme comme protéine, qui est en excès dans un repas ou dans un cycle de 24 heures, va tout simplement être éliminé dans l'urine. Idéalement, on s'assurait d'avoir toujours une disponibilité énergétique en glucides et en lipides stockés dans le corps assez grande pour qu'on n'ait jamais besoin de convertir nos tissus corporels constitués de protéines en énergie à l'effort. Premièrement, parce que c'est extraordinairement inefficace. Et deuxièmement, parce que c'est ce qui mène, par exemple, à la cachexie, au déficit énergétique relatif dans le sport et à des dysfonctionnements des organes, vulnérabilité du point de vue musculaire, du point de vue osseux. Donc, on consomme des protéines en dose raisonnable à chaque repas pour satisfaire aux besoins donc de reconstruction, de régénération du corps, mais on évite à tout prix d'aller les utiliser comme substrat énergétique. Même chez un athlète très mince et très léger, comme moi, avec une très faible masse adipeuse et un poids corporel très, très minime, les réserves énergétiques en lipides stockées un peu partout dans le corps, sous la peau, à l'intérieur même des fibres musculaires, entre les organes viscéraux, où là, c'est plutôt dangereux pour la santé, là, que quand les gens, par exemple, avoir un ventre gonflé, beaucoup de graisse entre les viscères, dépendamment de notre volonté de l'utiliser comme substrat énergétique ou de perdre de la masse adipeuse, on dispose d'assez d'énergie pour courir pendant des milliers de kilomètres, juste en tapant dans ces réserves de masse adipeuse. Personne n'a besoin de faire l'effort conscient de stocker des lipides dans son corps. Tout le monde en a beaucoup, beaucoup plus que nécessaire pour produire un effort d'endurance. Par contre, personne ne parvient à les utiliser dans des taux efficaces pour des épreuves assez courtes dont l'intensité est assez élevée. Si vous comptez faire des randonnées de plusieurs jours, plusieurs semaines, comme ce que Kylian Jornet est en train de faire dans les Alpes, par exemple, même si lui va toujours tellement vite qu'il ne doit pas taper très fort dans ses lipides, mais même si vous faites des Ironman ou des ultra Ironman à des intensités très basses, parce que ce sont des efforts de 10, 12, 14, 18 heures, même si vous faites des ultramarathons en forêt qui peuvent prendre 2 jours, 3 jours, vous allez toujours utiliser vos lipides comme substrat énergétique, mais quand même avec des doses de glucides qui sont trop importantes pour que vous puissiez vraiment avoir intérêt à ne manger aucun glucide et ne stocker aucun glucide dans vos muscles et compter 100% sur les lipides. Donc, c'est jamais appelé à manquer, mais c'est chez presque personne le carburant de choix pour des efforts d'intensité relativement élevés. Comme je disais, si tu as l'intention de traverser l'Europe en marchant pendant des mois, tu peux peut-être te permettre de consommer des noix, des huiles, des graisses animales et de ne pas prendre de glucides nécessairement. Mais dès que tu vas arriver dans un effort de course à pied, dès qu'il va y avoir des montées, dès qu'il va y avoir des accélérations, tu vas avoir besoin de glucides. Et pas seulement les glucides qui sont en circulation dans ton sang.
qu'on mesure par la glycémie. Donc, les personnes diabétiques, par exemple, qui vont se poinçonner le bout du doigt, vont connaître la concentration de glucose dans leur sang, qu'on appelle la glycémie. La quantité totale de glucose en circulation dans ton sang, même si tu as plusieurs litres de sang dans ton corps, est toujours infime. On parle d'1 ou 2 cuillerées à soupe, là, par exemple, de glucose sur la totalité de la superficie de ton corps, dans ton volume sanguin. Et c'est pour ton cerveau, c'est pas pour tes muscles. Si ça vient à manquer, ton cerveau va dire dorénavant, les glucides disponibles dans le corps et dans le foie stockés dans les muscles ne sont plus pour les muscles, sont pour moi. Parce que le cerveau, si lui, il ne fonctionne plus, ça ne sert à rien de conserver de l'énergie pour les muscles. C'est lui qui les fait activer. Donc, le cerveau est le premier à se servir au buffet et celui qui va toujours s'assurer qu'il y ait de la nourriture en quantité suffisante pour lui au buffet. Que ce soit le glucose qui est dans ton sang, que ce soit tes réserves qui vont servir à stabiliser la quantité de glucose dans ton sang qui sont stockées dans ton foie. Ces deux sources-là, le glucose déjà en circulation ou le glycogène hépatique dans ton foie, qui sert à régénérer du glucose sanguin pour que la glycémie soit jamais au-dessus ou jamais en dessous d'une certaine concentration. Ce n'est encore une fois qu'une toute petite proportion de l'énergie que tu vas avoir besoin de consommer pour produire tes contractions musculaires durant un effort comme une compétition ou un entraînement en course à pied. Et c'est là qu'interviennent tes deux plus grandes sources de glucose disponibles qui ne peut pas être stocké tel quel. Donc, tu ne pourrais pas prendre, par exemple, du sirop de glucose pur et l'envoyer directement dans tes muscles pour qu'il soit déjà disponible sous forme de glucose pour être le carburant de la contraction musculaire. Molécules de glucose vont devoir être fusionnées avec des molécules d'eau. Donc, pour augmenter, en anglais, hein, le terme est beaucoup plus facile à associer à sa composition chimique. Hydrate, carbohydrate, c'est du carbone et des hydrates, donc de carbone, de l'hydrogène avec de l'oxygène et en ajoutant de l'H2O, de l'eau. Donc, tu ajoutes des H et tu ajoutes de l'eau. Et ton CHO devient la même quantité de C, mais avec un peu plus de H et un peu plus d'eau. Et donc, de façon schématique, on pourrait dire une molécule de glucose, une molécule d'eau fusionnent ensemble et elle entre dans la fibre musculaire pour être disponible et prêt au moment où d'autres oxygène sera acheminé à la fibre musculaire par l'hémoglobine dans le sang. Donc, le petit transporteur d'oxygène, au moment d'arriver à la fibre musculaire, va entrer en contact avec le CHO, le glycogène stocké dans le muscle, qu'on est et le carburant et le comburant de cette réaction chimique. Et c'est cette molécule améliorée qui va permettre à la fibre musculaire d'effectuer la contraction nécessaire, par exemple, pour que ton muscle solaire fasse cette contraction qui te permet d'avoir ta flexion plantaire et de te propulser au sol. Donc, quand tu stockes du glucose sous forme de glycogène dans ta fibre musculaire, premièrement, ton muscle prend du poids, hein, il se gorge de molécules qui ont besoin d'être stockées. Et surtout, tu stockes de l'eau. Donc, ton volume musculaire aussi va grossir. Au moment de produire cette contraction musculaire, les parties de carbone et d'oxygène de ton glycogène stocké dans ton muscle vont être utilisées pour la contraction, mais tu as de l'H2O qui était stocké avec, l'eau qui était dans ton muscle, elle retourne dans la circulation et va pouvoir être utilisée. Donc, grosso modo, quand tu produis une contraction musculaire, en fait, tu utilises l'oxygène et le carbone et tu dissipes du CO2 par l'expiration du gaz carbonique et de la vapeur d'eau aussi par ton expiration. Hein. Donc, si tu mets une fenêtre devant, même en plein été,
au moment où tu souffles par la bouche, tu vas avoir de la vapeur d'eau dedans, mais aussi par la transpiration. Donc, grosso modo, tu remets de l'eau en circulation dans le système pour qu'elle puisse aller aider à la thermorégulation par la sudation. Ce qui fait qu'il faudrait normalement, lorsque tu refais tes réserves de glycogène après un effort intense ou prolongé, il faudrait que tu prennes du poids. Parce que stocker ce glycogène, donc ce glucose et cette eau dans ton muscle, te font reprendre du poids. Mais au moment où tu les brûles, il faudrait que tu perdes du poids. Et c'est donc pour cette raison que quand on te dit de te peser avant d'aller courir et de te repeser après être allé courir et de reboire la quantité d'eau nécessaire pour rétablir ton poids avant ta course, on t'invite à te surhydrater. Parce qu'on suppose que ta perte de poids est associée à une déshydratation. Alors que la perte de poids est en bonne partie associée, oui, à une déshydratation, parce que la sudation, c'est de l'eau que tu as perdue. Mais si tu te laisses boire à ta soif, tu vas rétablir la quantité d'eau dont ton corps a besoin, sans avoir cette idée de je pesais combien avant, je pèse combien après. Mais qui néglige le fait que le glycogène, donc le glucose et l'eau dans ton muscle, eux avaient une masse, et qu'en oxydant ce substrat, tu as aussi évacué cette eau qui était nécessaire au stockage, mais qui n'est pas nécessaire au bon fonctionnement du corps. Tu n'as pas besoin de refaire autant de stock de glycogène. Donc, c'est préférable de finir ton marathon ou ton ultramarathon plus léger que tu l'as commencé parce que tu as vidé tes réserves et donc que tu as perdu la masse qui y était associée. Faut vraiment voir le glycogène un peu comme c'est la source d'énergie qui est déjà stockée dans les muscles et qui est mobilisable la plus rapidement et la plus efficacement pour le faire fonctionner. Et ça me fait poser une question. Oui. Ouais. Dis-moi, tu avais quelque chose à redire. La deuxième plus rapidement. La première, vraiment plus rapidement, c'est l'adénosine triphosphate, ATP, qui est déjà présente dans la fibre musculaire, mais ça, on en a une quantité très réduite et elle est brûlée instantanément, par exemple, quand on fait un sprint ou quand on fait un mouvement d'haltérophilie très rapide par la filière anaérobie alactique qui utilise l'ATP déjà stocké dans la fibre musculaire. Mais ça peut durer 5, 6, 7 secondes tout au plus. Donc, si tu n'as pas de réserve énergétique à disposition par la suite, tu vas continuer. Mais donc, oui, effectivement. Ensuite, le deuxième système le plus rapide, c'est le système qui oxyde le glycogène stocké dans le muscle avec l'oxygène acheminé par le corps. Ensuite, le troisième système qui est considérablement moins efficace, c'est celui qui oxyde les lipides, parce que là, la réaction en chaîne a beaucoup d'étapes intermédiaires. Et enfin, et vraiment de loin, non seulement la moins efficace, mais la plus dangereuse, c'est l'oxydation des protéines, donc le catabolisme, en fait, du tissu humain qu'il faudrait éviter vraiment, à moins que tu sois coincé dans le désert avec rien à boire, rien à manger, puis que tu préfères mourir dans le sable que d'oxyder, cataboliser tes tissus. Dans des circonstances exceptionnelles, on peut bien, mais effectivement, sinon, on évite, puis on garde plutôt glycogène et oxygène comme substrat de choix. Et ça me fait penser, quand on fait un effort particulier, on nous dit souvent, surtout sur les efforts longue durée, d'apporter du sucre, d'apporter des glucides en plus des sels et les minéraux qu'on va pouvoir perdre avec la sudation. Pourquoi? Est-ce que c'est réellement efficace au final, puisque ce glucose-là circulant n'est pas suffisant pour produire l'énergie et doit passer par l'étape de glycogène? Pourquoi on doit faire ça? Deux choses super importantes à savoir, c'est que le cerveau a tendance à surréagir dans les deux sens. Il nous donne l'impression que nos stocks de glycogène musculaire sont presque vides à un moment où ils sont encore vraiment beaucoup plus pleins qu'on serait porté à le croire. Donc, il tire la sonnette d'alarme bien trop tôt parce qu'il veut vraiment être sûr de ne pas nous laisser l'occasion de nous pousser dans nos derniers retranchements puis qu'on l'expose, lui, à un danger. Mais c'est aussi vrai dans l'autre sens. Il va surréagir en exagérant à quel point on lui achemine du carburant dès que les récepteurs sur la langue et à l'intérieur de la bouche, ou même chez les diabétiques qui sont en crise, de leur mettre quelques gouttes de jus de fruits sur les lèvres suffit à donner au cerveau l'impression que la glycémie est rétablie.
que la crise hypoglycémique est réglée. Alors qu'il n'y a aucun gramme de glucose qui a eu le temps de se rendre dans le foie et d'être intégré dans le sang. Il y a plusieurs études qui montrent maintenant que si tu es dans un effort très difficile, que tu as de la difficulté à maintenir l'intensité, juste rincer la bouche avec une solution sucrée, mais recracher cette solution sucrée, suffit à envoyer au cerveau le signal que les glucides ne viendront pas à manquer. Je peux donc retirer le cran de sûreté et permettre à l'athlète de recommencer à fournir un effort très soutenu, au même titre qu'il arrivait à le faire jusqu'à ce que je commence à lui dire « Attention, ça va manquer ». Et puis ça, c'est une contribution quand même assez importante qui a été faite au monde de la recherche puis de la physiologie de l'exercice par un physiologiste néerlandais qui s'appelle Asker Jokendrup, si jamais vous êtes intéressé par ses études. Et aussi une contribution quand même significative aux réflexions là-dessus qui nous provient du physiologiste sud-africain Timothy Noakes, auteur de The Law of Running, là, pour ceux qui connaissent. C'est probablement une des grandes bibles de la course à pied et de l'entraînement là, en endurance en général, qui lui, en fait, a réinterprété des données d'études qui tendaient à montrer que lorsque les réserves de glycogène musculaire des athlètes venaient à être sous un niveau critique, ils passaient en hypoglycémie et ils atteignaient le point d'épuisement sur un effort d'endurance. Ce qu'il a offert comme réinterprétation, puis ce qui est tout à fait cohérent avec les constats de l'équipe de Jokendrup par rapport au rinçage buccal avec des solutions sucrées, c'est que le cerveau confond, et une chance, confond la glycémie et la disponibilité du corps en glucides. Et si on remet en circulation des glucides, en prenant donc des gels, des boissons sucrées, des pâtes de fruits, des compotes durant un effort, le cerveau surestime la quantité de glycogène stocké dans le muscle et donc revient en fait au constat que tout est beau, on peut continuer. Même si véritablement tu as commencé un effort avec des réserves de glycogène musculaire qui étaient peut-être pas optimisées, pas remplies, si tu prends des glucides pendant l'effort, ton mécanisme intégratif qui va déterminer si tu peux maintenir cette intensité pendant encore un peu plus longtemps ou si tu peux rehausser l'intensité, qui est basé 100% sur ton taux de perception d'effort, hein, sur ton Rating of Perceived Exertion, vous connaissez le RPE sur l'échelle de Borg. À tout moment dans un effort, tu vas te demander, j'en ai pour encore tant de kilomètres ou pas tant d'heures encore, tant de minutes, et je me sens environ à X sur 10. Si je poursuis cet effort, est-ce que je vais dépasser le 10 sur 10? Autrement dit, est-ce que je vais arriver à mon effort maximal en vertu duquel ensuite je dois abandonner, mais avant d'être à l'arrivée? Et cette perception d'effort-là est vraiment, vraiment corrélée avec le signal que le cerveau envoie, un peu comme un indicateur sur le tableau de bord des réserves d'essence, ou dans les véhicules plus récents, on est même capable de dire qu'il vous reste assez d'essence pour 58 km, ou il reste assez de batterie dans ton moteur électrique pour 132 km avec une marge de manœuvre très petite. Donc, tu sais que tôt ou tard, tu vas devoir arrêter pour faire le plein, pour recharger la batterie ou remettre de l'essence. Le cerveau régule l'effort en fonction donc de à quel point ta température corporelle est élevée, à quel point tes dommages musculaires sont importants, et à quel point tes réserves énergétiques sont suffisantes de façon anticipative en fonction de ce qu'il te reste à faire comme effort. Et même si tu brûles beaucoup de glycogène musculaire parce que tu n'as pas des processus optimisés, mais parce que même à des intensités assez basses, tu utilises très peu de lipides pour protéger ton glycogène musculaire. Si tu reprends des glucides exogènes, comme ces compotes, ces pâtes de fruits, ces gels, ces boissons énergétiques, tu es capable de continuer ton effort parce que ton cerveau ne fait pas la distinction entre les glucides qui viennent d'entrer et les glucides qui sont déjà disponibles. Donc, la meilleure stratégie, c'est toujours d'avoir tous les glucides disponibles stockés
dans les muscles, tous les glucides possibles disponibles dans le foie et la plus grande quantité possible de glucides apportés dans l'estomac pendant l'effort. Comme ça, on est vraiment sûr qu'à aucun moment, le voyant de recharge ne va s'allumer. Et à aucun moment, donc, le cerveau va exiger que l'on ralentisse ou que l'on arrête. Mais même chez des athlètes qui font des diètes cétogènes, qui consomment très, très, très peu de glucides dans leur alimentation, qui ont des réserves de glycogène musculaire très, très faibles, lors d'un effort d'endurance à haute intensité, ils peuvent prendre des glucides exogènes et produire des efforts très intenses en contournant complètement la faible disponibilité de glycogène dans les muscles, juste par ces apports fréquents à l'effort. Et ça, c'est quand même une contribution significative, parce que grosso modo, ça montre que, indépendamment de comment tu t'alimentes à l'extérieur de tes entraînements et de tes compétitions, si tu as bien optimisé tes processus pour oxyder des glucides à l'effort et que tu tolères bien, d'un point de vue gastro-intestinal, cette consommation fréquente et importante, tu peux produire des efforts de bonne intensité sans avoir les limites qu'on attendrait ou qu'on aurait cru mesurer. C'est fascinant. Je savais absolument pas. C'est une grande découverte. Et je pense que ça permet un petit peu plus de comprendre aussi le pourquoi réellement on s'alimente aussi pendant la course. Parce que je pense que beaucoup de personnes le font instinctivement sans forcément trop se poser de questions. Donc, vraiment très, très chouette. Et ça me fait penser à quelque chose aussi. On parle beaucoup d'oxydation, de nécessité de l'oxygène justement pendant l'effort. Je pense que c'est la transition parfaite pour aborder le sujet de la VO2 max, qui est un sujet qu'on entend un peu de partout. Les coureurs, quand ils débutent, cherchent à calculer leur VO2 max, sans peut-être savoir trop ce que c'est au final. Est-ce qu'on peut essayer de le vulgariser le plus possible pour le faire comprendre à peu près tout le monde qui pourrait nous écouter? J'interromps rapidement l'épisode. Si le podcast vous plaît, prenez quelques secondes pour vous abonner et laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide beaucoup et nous permet d'avoir des invités toujours plus passionnants. Merci encore, on peut reprendre. Oui, les épreuves d'endurance, c'est des concours de consommation d'oxygène. Et pas seulement d'inspiration d'oxygène, mais d'acheminement d'oxygène au plus grand nombre possible de brûleurs d'oxygène dans les fibres musculaires. Et c'est toute une cascade. La première chose, c'est avec chaque inspiration, combien de molécules d'oxygène je suis capable d'amener dans mes poumons. Et donc, on est capable de voir, premièrement, qu'au niveau de la mer, comme la pression atmosphérique est plus élevée, grammes d'air aspiré, ou chaque millilitre, là, d'habitude, on ne pèse pas l'air, hein, c'est un gaz. Dans chaque millilitre d'air qu'on inspire, il y a une plus grande quantité d'oxygène parce que la pression atmosphérique est plus grande, on est capable d'aspirer davantage de millilitres d'oxygène, d'avoir des muscles inspiratoires qui permettent donc à la cage thoracique de prendre la plus grande expansion possible et d'avoir des poumons donc de grande capacité qui sont capables d'aspirer la plus grande quantité d'air possible, d'avoir dans ces poumons le plus grand nombre possible d'alvéoles, ces petits sacs qui vont se gonfler d'air, et d'avoir au bout de chaque alvéole le plus grand nombre de petits vaisseaux sanguins capillaires qui vont permettre le transfert de l'oxygène vers ce niveau le plus fin de toute la tuyauterie interne, si tu veux, en quelque sorte. Et là, une fois que toutes ces molécules d'oxygène sont allées se fixer, en fait, un des premiers mécanismes dont on va avoir besoin, lui, va répondre très bien soit à l'entraînement en altitude ou en hypoxie, soit à l'entraînement à la chaleur. C'est la quantité totale, en fait, de globules rouges dans le sang qui vont être capables de venir fixer et transporter cette molécule d'oxygène qui est passée de l'inspiration, donc de l'air ambiant, jusqu'à l'alvéole pulmonaire et jusqu'au vaisseau sanguin capillaire. Et là, donc si à chaque litre de sang, il y a 10% plus d'hémoglobine, 10% plus de ce petit transporteur d'oxygène, de ce taxi, par exemple, là, qui accepte de déplacer cette molécule, on est capable donc de prendre davantage d'oxygène dans chaque inspiration pour l'acheminer vers le sang.
Et là, ben, avec un cœur qui va être aussi puissant que possible, avec chaque battement, va produire une pression plus forte encore pour donc pousser encore davantage de litres de sang. Donc, tous ces petits taxis vides qui sont acheminés à proximité de l'alvéole pulmonaire vont être disponibles pour transporter cette molécule d'oxygène. Et là, ben, le réseau de vaisseaux sanguins capillaires à proximité des alvéoles pulmonaires va avoir son équivalent à l'autre bout de la tuyauterie, à l'approche de chaque fibre musculaire. Et à la fibre musculaire, tous ces vaisseaux sanguins capillaires qui vont aussi amener chacun des taxis remplis d'une molécule d'oxygène vont avoir besoin de trouver à la fibre musculaire le plus grand nombre de mitochondries cellulaires possible. Les mitochondries, en quelque sorte, ce sont comme les génératrices ou les centrales nucléaires. Ça sert à rien d'avoir des grosses fibres musculaires ou d'avoir plein de fibres musculaires si dans chaque fibre, il y a peu de mitochondries ou des mitochondries de petite taille ou des mitochondries qui sont peu efficaces. Ce qu'on veut, grosso modo, c'est le plus grand nombre de génératrices possible. Les génératrices qui sont disposées à la périphérie de la fibre musculaire ou le plus près possible du point de contact avec le vaisseau capillaire. Et des génératrices qui sont capables de produire des kilojoules d'énergie avec une molécule de glycogène et une molécule d'oxygène. Donc, toutes ces adaptations-là dont j'ai parlé depuis le début, être au niveau de la mer, avoir des muscles inspiratoires très puissants, avoir des poumons de grand volume, avoir beaucoup d'alvéoles, avoir beaucoup de vaisseaux capillaires à chaque alvéole, avoir beaucoup de capillaires à l'autre bout à chaque fibre musculaire, avoir des fibres musculaires remplies de mitochondries, nombreuses, bien disposées et chacune capable de produire beaucoup d'énergie. C'est toute la chaîne qu'on doit développer pour que l'oxygène qu'on prend dans l'air soit acheminé de façon le plus efficace possible jusqu'à la mitochondrie cellulaire pour produire la contraction. Toutes ces adaptations sont obtenues par les efforts qui vont exiger, donc de stresser les limites de ce système. Donc de ventiler de façon puissante pour renforcer les muscles inspiratoires, d'acheminer des grandes quantités d'oxygène dans les poumons pour que leur volume soit optimisé et de répéter de façon très fréquente et aussi prolongée que possible des efforts à des intensités modérées qui vont avoir pour effet de stimuler la production de vaisseaux capillaires, tant à l'alvéole pulmonaire qu'à la fibre musculaire, et de développer la production de mitochondries cellulaires dans chaque fibre musculaire, et d'optimiser aussi la capacité du cœur à battre, non pas plus souvent, mais en pompant le plus de sang possible avec chaque battement. Et donc, si d'une part, pour renforcer les muscles inspiratoires, pour développer la tuyauterie au maximum, c'est une bonne chose de faire des entraînements qui vont être à des intensités très élevées autour de notre VO2 max. Donc, à vélo, à des puissances qui sollicitent et qui induisent VO2 max. En course à pied, à des allures proche de l'allure à laquelle on atteint VO2 max, légèrement au-dessus, légèrement en dessous. Ça va nous aider à développer un signal adaptatif à la pointe de la pyramide, aux intensités les plus élevées, où donc chaque seconde passée dans ces efforts va avoir un effet de signal adaptatif très puissant. Mais comme c'est pas soutenable, comme c'est de l'entraînement qu'on peut faire pour une 10 à 12aine de minutes cumulativement, tout au plus, dans une séance. Et comme ce sont des séances qui sont extrêmement taxantes, tant d'un point de vue mental que d'un point de vue physiologique, et encore plus forte raison en course à pied d'un point de vue musculo-squelettique, on peut en faire 2, tout au plus 3 dans la semaine, puis c'est vraiment pour les athlètes aguerris et qui sont vraiment capables de mordre dans leur ceinture et de tolérer des efforts très difficiles. Le reste du temps, on travaille au contraire à élargir la base de la pyramide en faisant des efforts d'endurance fondamentale, où on fait battre le cœur à une intensité à laquelle il se contracte assez souvent. On ne cherche pas à le faire contracter plus souvent,
on le cherche à faire pomper davantage de sang avec chaque battement. Et ça, dans les études qu'on a mesurées, c'est qu'autour de 65% de notre fréquence cardiaque maximale, on atteint en quelque sorte l'optimum sur cette courbe, où quand il bat plus lentement, le cœur bat forcément moins de sang. Hein, c'est la consommation au niveau de la fibre musculaire qui va induire les exigences d'apport en sang par le cœur. Donc, lorsque nos muscles ne travaillent pas ou travaillent à des très basses intensités, comme quand on fait des courts déplacements dans la maison, entre la cuisine et la salle de bain, on achemine très peu de sang, donc le cœur bat très lentement et achemine peu de sang avec chaque battement. Et au contraire, quand on est à des intensités très, 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 très élevées, le cœur doit battre tellement vite, jusqu'à 3, certains athlètes pas loin même de 4 fois par seconde, il n'est pas capable de pomper énormément de sang chaque fois, mais il pompe tellement souvent que la quantité de sang acheminé chaque minute à la fibre musculaire est quand même assez importante. Mais quand on atteint cette espèce d'optimum autour de 65%, là, il va pomper ni trop souvent, ni trop peu souvent. Et la quantité totale de sang qui va être éjectée par minute, visée par le nombre de battements, va être l'optimum sur la courbe. Et de passer énormément de temps dans une semaine, d'aller jogger 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi, 4, 5, 6, même les 7 jours de la semaine, va aider à développer tous ces processus, va aider à faire en sorte que les vaisseaux sanguins capillaires vont se démultiplier, le cœur va battre la plus grande quantité possible de sang avec chaque battement, et les mitochondries dans les cellules musculaires vont proliférer, se placer à la périphérie de la fibre musculaire pour être encore plus proche du point d'entrée du vaisseau sanguin capillaire. Et chacune de ces mitochondries cellulaires-là va être capable aussi de produire une plus grande quantité d'énergie que les mitochondries qu'on avait déjà avant qu'on commence à s'entraîner. Donc, on cherche à optimiser tous les éléments dans cette chaîne, dans cette cascade du prélèvement de l'air de l'oxygène dans l'air ambiant jusqu'au moment où la molécule d'oxygène est oxydée par la mitochondrie. Et c'est tout simple, tout simplement. Pour les populations sédentaires, c'est un peu difficile de dire que c'est simple, mais ça veut tout simplement dire courir aussi souvent et longtemps que possible pour élargir la base de la pyramide. 1 ou 2 ou tout au plus 3 fois par semaine. Au contraire, courir rapidement pour faire rehausser la pointe de la pyramide. Donc, travailler à environ 60 à 70% de VO2 max très longtemps, très souvent, puis travailler entre 95 et 105% de VO2 max quelques fois. Et plus votre pyramide aura une base large et une pointe haute, meilleure sera votre capacité, non pas seulement à absorber l'oxygène de l'air, mais à le consommer au niveau de la fibre musculaire. Et meilleur sera votre VO2 max. C'est passionnant et c'est très important, je pense, à comprendre parce que quand on se met à la course, on a tendance à chercher et vouloir se mettre dans le rouge à peu près 90% du temps, si ce n'est 100% pour certaines personnes. Alors qu'au final, si on veut réellement progresser, il faut être dans cette espèce de zone de fréquence cardiaque qui est optimale pour notre endurance. Moi, ce que je dis aux gens, c'est vous devez être en mesure de parler quand vous courez. Ça vous donne à peu près l'allure qu'il faut avoir la majorité du temps. Si vous courez 3 fois par semaine, il faut que vous ayez au moins 2 séances d'endurance fondamentale comme ça. Et le corollaire de ça, c'est que l'autre fois dans la semaine, je ne veux pas que vous soyez capable de parler quand vous êtes dans des efforts de très haute intensité. Moi, j'utilise un système très, très simple. Plus mes athlètes sont débutants, plus je rabats ça à des concepts clairs et simples à comprendre. Ici, moi, j'utilise les feux de circulation. Je dis, au moins, si tu cours 100 minutes par semaine, je veux qu'au moins 80, si ce n'est 90 minutes par semaine, tu sois dans le vert. Donc, tous les échauffements avant des séances difficiles, toutes les périodes de récupération entre des répétitions à intensité élevée, tous les retours au calme, une fois la dernière répétition effectuée avant que la séance soit terminée, et toutes les séances que l'on appelle de régénération active ou d'endurance fondamentale, les sorties longues pour les athlètes débutants, les jogs, 100% du temps dans le vert.
Et seulement quand tu n'es pas dans le vert, là, si par exemple tu cours 4 fois par semaine, je vais te prévoir 2 séances dans la semaine où c'est du vert du début à la fin. Et 2 séances dans la semaine où tu vas faire du vert, puis ensuite un peu de rouge, un peu de vert, un peu de rouge, un peu de vert, un peu de rouge, un peu de vert, un peu de rouge. Et d'autres fois, du vert, des répétitions un peu plus longues dans le jaune, puis ensuite un peu de vert, puis encore un peu plus longtemps dans le jaune. Donc, plus c'est foncé, plus c'est rouge, plus c'est court, mais et intense. Et au contraire, des fois, on va aller toucher à du jaune. Parce que ton marathon, ton semi-marathon, tu vas le faire dans le jaune. Et donc, c'est important que tu t'habitues aussi à courir pas toujours soit dans le vert, soit dans le rouge, parce que là, le jour de la compétition, tu vas être à mi-chemin entre les deux, puis tu ne sauras pas à quoi ça correspond. Mais là où je trouve que tu as 100% raison, en fait, c'est de dire les athlètes qui débutent courent trop peu souvent, et pensent qu'ils doivent faire du rouge tout le temps, que la seule manière de s'améliorer en course à pied, que c'est un entraînement, donc ça doit être difficile, donc je dois être dans le rouge. Mais là où je mettrais un bémol par rapport à toi, c'est qu'ils ne sont pas dans le rouge, en fait. Ils font toujours du jaune. Ils sont jamais dans le vert, mais ils sont jamais non plus vraiment dans le rouge. Parce qu'ils sont toujours tellement fatigués et ils ont toujours des dépenses énergétiques si peu optimisées, si peu efficientes, que véritablement la puissance qu'ils déploient, puis la charge cardiovasculaire qu'ils s'imposent, et pas du registre du rouge. Autrement dit, ils travaillent ni sur la base, ni sur la pointe de la pyramide. Ils sont toujours dans l'aire de la pyramide où ils obtiennent ni tous les bénéfices d'élargissement de la base de la pyramide, parce que, oui, ils en obtiennent, mais à un coût trop élevé. Chaque minute qu'ils consacrent à courir va avoir un effet sur l'élargissement de la base, puisque c'est à une intensité qui n'est pas soutenable. Ils vont générer, par exemple, 10, 12, 15 minutes de stress signal adaptatif. Et s'ils avaient travaillé la moitié moins fort, ils auraient pu faire 35, 40, 45 minutes à une intensité verte. Et bien, le corps, il répond pas seulement à l'intensité du signal adaptatif, il répond à sa durée. Le corps, il ne connaît pas les kilomètres ou les minutes par kilomètre. Il connaît l'ampleur de la perturbation de son équilibre interne, qu'on appelle l'intensité, et la durée. Et si tu sors jamais courir plus que 30 minutes, parce que dès la 3e minute, tu es déjà dans le jaune, et qu'au bout de 12, 15, 18 minutes, tout au plus, tu n'es plus capable d'être dans le jaune et tu arrêtes, ben, tu t'es privé de la capacité à générer beaucoup de signaux adaptatifs en prolongeant la séance, si tu avais su aller plus lentement. Mais le corollaire de ça, c'est que pour beaucoup d'athlètes récréatifs ou débutants, ça veut dire faire de la marche rapide. Dès qu'ils commencent à courir, ils sont tellement métaboliquement inefficaces qu'ils sont dans le jaune. Et s'ils sont toujours dans le jaune, ce ne sera jamais soutenable. Ils ne pourront jamais courir longtemps. Ils ne pourront jamais recourir le lendemain d'une séance où ils sont allés dans le jaune. Moi, mes séances là, où je vais vraiment dans le jaune, là, ça me prend de l'énergie mentale pour ressortir l'après-midi même. Puis je suis habitué, moi, de courir 12 à 14 fois par semaine. Mais si j'ai mis beaucoup de jaune dans une séance, souvent, je vais avoir envie d'attendre au lendemain avant de recommencer à courir. Parce que quand je suis dans le jaune, la charge mentale, la charge métabolique et cognitive est grande. L'envie de retourner courir rapidement par la suite est vraiment limitée. Puisqu'ils sont toujours dans le jaune, ils sont toujours trop fatigués pour vraiment aller dans le rouge. Et donc, ils sont au contraire de la polarisation de l'entraînement que l'on cherche vraiment à développer. Comme je vous disais, la base et la pointe de la pyramide, pas l'espèce de médiocrité du milieu. Le milieu, c'est la zone où on n'obtient ni les bénéfices de rehausser la pointe, ni autant de bénéfices d'élargissement de la base que si on était allé plus lentement, plus loin. Donc, moi, comme je te disais, plus l'athlète est débutant, plus je le fais passer que dans le vert et que dans le rouge. Et jamais toucher au jaune. Et là, quand on arrive à proximité de la compétition, où il va devoir voir à quoi correspond le jaune, quelles sont les sensations dans le jaune, quelle est sa dépense énergétique, à quoi ressemble le mouvement de ses bras, à quoi ressemblent les sensations dans ses jambes, là, on va lui faire un peu de jaune. Mais pour les athlètes vraiment les plus débutants, moi, je n'utilise pas le jaune parce qu'en fait, c'est de la plupart du temps ce qu'ils faisaient jusqu'à ce qu'ils commencent à s'entraîner avec moi. Jogger trop vite pour que ce soit véritablement un jog,
et aller trop lentement dans leurs intervalles pour que ça compte véritablement comme des intervalles. Et ce que je trouve fascinant, c'est de se dire à quel point on l'a vu là depuis quasiment 1 heure maintenant, le corps se régule et s'adapte à travers des processus qui sont quand même extrêmement complexes. Et nous, les actions qu'on peut mettre en place sont au final très simples. Et qu'est-ce que toi, tu pourrais dire là à quelqu'un qui écoute ça, qui dit « Ok, j'en ai appris un petit peu plus sur mon corps, je vois un peu comment ça fonctionne, mais maintenant, comment je fais? Je sais pas courir, j'ai jamais couru, je m'achète des baskets, je veux me mettre à courir, comment j'organise mon entraînement? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? 3 choses. Premièrement, si tu veux t'acheter des chaussures pour courir, va chercher les plus simples et les plus légères que tu peux trouver. Si tu n'as pas déjà des habitudes ancrées, va chez Carrefour ou chez Auchan, puis va dans la section des soldes, puis trouve les baskets les plus simples et les moins chères que tu peux trouver. Ça va être celles qui n'auront pas de technologie, qui n'auront pas de système de lassage scientifique, de coupole calcanéenne rigidifiée, de semelles internes à densité multiple, de systèmes anti-pronation, de toutes ces espèces d'inventions marketing qui nous font penser que c'est la chaussure qui court bien, puis que nous, on a qu'à poser le pied au sol, puis c'est la chaussure qui va s'occuper du reste. Mais tu peux aussi choisir de commencer à courir sans chaussure. Hein? La seule précaution à prendre, c'est que si tu n'es jamais pieds nus dans ta vie au quotidien, commencer à courir pieds nus, il va falloir que tu y ailles avec précaution. Puis pas juste pour éviter de taper sur quelque chose au sol, mais bien pour laisser le temps au principe d'Hormèse de faire son travail sur l'adaptation des structures de ton pied, de ton tendon d'Achille, de ton mollet. Mais donc, pour 99% de l'humanité, tu vas chez Auchan ou chez Carrefour ou au Casino ou ici au Québec chez Walmart ou dans une grande chaîne qui vend des chaussures de marque que personne ne connaît. Et tu achètes la plus simple, dans laquelle tu te sens bien. Et tu commences à courir. Moi, la suggestion que je fais, surtout pour les gens qui me disent « Ah, mais la course à pied, c'est tellement monotone, on commence lentement, puis c'est long, puis c'est toujours la même chose. » Puis je lui dis « Mets tes écouteurs et une liste de lecture que tu aimes. Et la première journée, tu mets la première chanson de la liste de lecture. OK? Dans l'introduction et dans le couplet, tu marches. Et quand le refrain de la chanson commence, tu cours. Et au couplet suivant, tu repasses à la marche. Et quand le refrain revient, tu recours. Et donc, peut-être le premier jour, tu vas courir 3 minutes au total, incluant de la marche. Et c'est pour ça que je dis, initialement, tu pourrais le faire dans l'herbe du parc en face de chez toi ou pieds nus sur la piste cyclable si tu es certain qu'il n'y a pas de risque de te couper sur quoi que ce soit parce que sur les 3 minutes, 4 minutes que vont durer la chanson, tu vas peut-être courir 6 fois une quinzaine de secondes. Et là, c'est pas des sprints, hein? Quand je dis courir, c'est courir. C'est dans le vert, comme on le disait tout à l'heure. Mais tu marches. Et ce premier jour-là, il faudrait techniquement que tu reviennes de courir en disant « C'était facile, j'aurais pu continuer. Mais je m'arrête ici. » Parce que peut-être d'un point de vue cardio, d'un point de vue respiration, même d'un point de vue métabolique, tu as l'impression d'avoir presque pas dépensé d'énergie, presque pas sué. Mais d'un point de vue signal adaptatif, pour tes cartilages, tes tendons, tes ligaments, tes os, c'était probablement suffisant. Mais là, la condition, c'est que le lendemain, tu retournes avec les écouteurs, avec la même liste de lecture, mais là, 2 chansons. Selon le même principe. Marche pendant l'introduction, les couplets. Cours pendant les refrains. Et en ajoutant comme ça une chanson par jour, tu vas te rendre assez rapidement au point où tu es dehors pendant 10 chansons, 30 minutes, durant lesquelles tu vas avoir couru pendant, par exemple, 6 fois le refrain multiplié par 10 chansons. Donc, tu vas avoir couru 15 secondes fois 6 refrains fois 10 chansons et de façon cumulative, tu vas voir que une seule chanson au début, c'était probablement pas assez, mais là, je suis rendu à 10 chansons, puis sais-tu que quand je reviens, j'ai sué, j'ai faim, j'ai l'impression d'avoir travaillé, mais tu auras suivi une courbe qui est assez lente, que chaque fois, ça te sera paru juste assez facile pour que tu sois capable de répéter. Et idéalement, on te ferait courir entre 4 et 6 jours par semaine. Donc, la 6e fois de cette semaine-là, tu vas courir pendant 6 chansons. Ben non,
Tu vas alterner marche et course pendant 6 chansons. Avec des chaussures simples, avec des vêtements simples, faciles d'accès. C'est pas un sport qui exige des équipements de haute qualité et qui coûte très cher à se procurer. Mais c'est la récurrence, et surtout dans les 3 premières semaines, qui va t'aider à développer la bonne habitude et à en faire une seconde nature. Au même titre que t'alimenter quand tu as faim, t'hydrater quand tu as soif, ou te brosser les dents après un repas. La course à pied, pour un moment agréable, à écouter de la musique que tu aimes, puis à aller bouger en plein air sur cette musique que tu aimes, au rythme de cette musique que tu aimes, sera un moment important dans ta journée que tu chériras et qui s'intégrera à ton quotidien avec autant de facilité que le temps que tu prends pour répondre aux messages que tu reçois sur ton téléphone ou pour te brosser les dents avant d'aller dormir. Donc, avec ces chaussures simples, avec cette grande régularité, puis avec cette progressivité dans l'effort, tu arriveras dans un 3e et dernier temps à choisir de convertir des minutes faciles dans le verre en minutes difficiles. La 3e semaine, par exemple, parce que là, évidemment, à un moment donné, tu vas être rendu à 27 chansons. Tu ne vas pas aller courir toujours 3 minutes de plus que hier à chaque fois que tu vas aller courir. Viendra un moment où tu te diras, dans mes 30 minutes, je fais mon alternance marche-course pour m'échauffer pendant la première chanson, par exemple. Et là, pour les 4 chansons suivantes, au lieu d'alterner entre marche et course, j'alterne entre course facile et course difficile. Donc, je jogue pendant l'introduction et les couplets et je vais quasi sprinter. Je vais faire un effort, par exemple, que je pourrais tenir pendant 5 minutes, mais une 15 à vingtaine de secondes à la fois. Chaque fois que le refrain revient, je passe d'une course lente dans le vert à une course vraiment rapide et difficile dans le rouge. Et chaque fois que le prochain couplet revient, je redescends dans le vert. Et de cette façon-là, tu auras intensifié ton entraînement après avoir établi d'abord une base de fréquence, entre 4 et 6 fois par semaine, et ensuite en allongeant chacune des sorties, en ajoutant une chanson jusqu'à avoir atteint un optimum qui sera entre 30 et 60 minutes, par exemple, chaque fois que tu sors, selon le temps que tu as disponible. Tu auras établi ta fréquence et tu auras établi la durée de tes séances. Là, tu pourras travailler sur le dernier paramètre qui est l'intensification de certaines minutes. Donc, dans une semaine, par exemple, tu pourrais courir 6 fois 30 minutes. Et 2 de ces 6 fois-là, ou 3 de ces 6 fois-là, au lieu de faire toute ta sortie dans le vert, tu vas intégrer un peu de rouge, toujours au rythme de la musique que tu écoutes, par exemple. Et je suis persuadé, premièrement, que tu vas te sentir mieux dans ta peau. Tu vas avoir un sommeil de meilleure qualité, probablement en plus grande quantité. Tu vas avoir un meilleur contrôle de ton appétit, probablement aussi de ton poids, si c'est ce que tu recherches. Il ne faudrait pas que ce soit le but recherché, mais que ce soit un bénéfice collatéral qu'on obtient. Probablement une meilleure humeur, une meilleure productivité, des compliments de tes voisins, collègues, amis, membres de ta famille qui disent t'es plus souriant, t'es plus jovial, c'est plus agréable, que toutes les sphères de ta vie soient améliorées par cette pratique quotidienne ou quasi quotidienne, pluri-hebdomadaire, d'une activité physique qui est bonne pour ta santé physique et mentale, dans le bon dosage, et d'une manière qui est ludique, qui est facile à intégrer à ton quotidien et qui te procure du plaisir, pas seulement après, mais aussi pendant. Moi, si tu savais le nombre de choses que j'ai pu apprendre parce que j'apporte mes écouteurs avec moi pour écouter des podcasts pendant... Il y a énormément de choses dont je devrais me priver parce que je serais chez moi, à l'intérieur, occupé à faire autre chose. Et il y a énormément d'apprentissage dont je serais obligé de me priver parce que je n'ai pas eu ce moment dehors, en plein air, à faire une activité que j'aime, qui est bonne pour ma santé physique et mentale et qui me donne de l'espace dans mes journées pour apprendre des choses en mouvement. Puis je retiens beaucoup mieux aussi, je ne sais pas pour toi, mais moi je retiens beaucoup mieux l'information que j'acquiers en mouvement. Si j'ai une formation à suivre sur mon ordinateur, par exemple, je vais descendre au sous-sol, je vais m'installer sur mon tapis roulant, je vais mettre la courroie à 3 ou 4 km/h, puis je vais suivre cette formation ou assister à ce webinaire
en marchant. Et c'est vraiment considérable l'amélioration de la rétention d'informations qui me vient d'être en mouvement pendant qu'une information me provient et la restitution d'informations juste après être allé bouger aussi. Moi, je suis dans un état de productivité bonifié de façon considérable quand je m'installe pour enregistrer un podcast ou quand je rédige un courriel ou quand je consigne des notes de réflexion que j'ai eues pendant que je courais, immédiatement après avoir fini de courir au moment où je m'installe à l'ordinateur. Je suis persuadé que j'aurais les meilleurs scores aux examens si les derniers examens que j'ai passés dans ma vie n'étaient pas il y a aussi longtemps. C'est phénoménal. Et ça, il y a énormément de sciences aussi qui montrent comment la meilleure vascularisation du cerveau par une augmentation de la fréquence cardiaque, par une augmentation de la pression artérielle qui fait en sorte que chaque vaisseau sanguin est plus dilaté, chaque cellule musculaire, chaque cellule de chaque organe dans le cerveau obtient davantage de sang riche en oxygène chaque minute grâce à cette activité physique-là. Moi, jusqu'à date, maintenant, ça fait 5 ans que je coach, que j'ai une trentaine d'athlètes avec moi, puis qu'à chaque fois, quand j'en rencontre un nouveau pour la première fois, je lui fais ce pitch de vente, cette promesse de marque, que toutes ces dimensions-là de sa vie vont être améliorées si cette personne-là développe une bonne hygiène de vie sur la base d'un entraînement fréquent. Et jusqu'à date, j'ai pas eu de retour négatif d'athlètes qui m'ont dit « T'as pas raison, je dors plus mal, j'ai moins bon contrôle de mon appétit, mon entourage me dit que je suis pas agréable à fréquenter, j'ai des pertes de productivité au boulot et tout. » Parce que ça, c'est un signe de mauvais dosage. Probablement de ces athlètes qui sont toujours dans le jaune, plutôt que d'être accompagnés par un coach qui leur dit que le plus important, c'est de passer entre 80 et 90% de ton temps dans le vert. Ouais, tout simplement. Il faut toujours que je le dise avec des guillemets, parce que pour moi, c'est rendu une évidence. Mais si tu savais le nombre de gens... en fait, non, je pense que tu sais là, le nombre de gens qui ne voient pas du tout ça comme une évidence, qui pensent que c'est beaucoup plus compliqué que ça l'est véritablement. En fait, je pense qu'il y a une grosse partie qui est importante. Alors déjà, super, hein, parce que là, tous ceux qui nous écoutent, ils ont un protocole cadré, nickel, pour commencer dès demain, une paire d'écouteurs, une paire de chaussures et commencer à courir. Hein. Et si jamais vous le faites, n'hésitez pas à nous faire vos petits retours pour voir si ça a fonctionné pour vous. Mais il y a une chose très importante aussi, c'est de mettre l'ego de côté aussi, parce qu'on a l'impression que, voilà, si je commence à faire du sport, il faut que je me mette dans le rouge. C'est pour ça qu'on voit des gens aller à la salle en janvier, se donner à fond pendant un mois et en fait se dégoûter après parce qu'ils ont des courbatures de l'enfer et qu'ils ont tout le temps mal et qu'ils ne comprennent pas. Des gens aller courir et revenir tout le temps dans le rouge et pouvoir s'entraîner qu'une ou deux fois par semaine parce que derrière, pareil, c'est pas agréable d'être dans le rouge tout le temps. Et voilà, c'est normal quand vous vous entraînez en endurance et pour améliorer son endurance de revenir sans avoir transpiré de trop, sans être trop essoufflé et sans avoir besoin de faire une sieste après ou de récupérer toute la journée. C'est quelque chose de tout à fait logique et au moins avec toutes tes explications, tu fais bien de le mentionner parce que un des intérêts, je pense, la plupart des gens, c'est de devenir meilleur pour des courses d'endurance. Rares sont les athlètes, moi, qui me contactent, qui me disent j'ai 49 ans, j'ai 2 enfants, 17 et 14 ans, j'ai 4 heures par semaine pour m'entraîner, mais je voudrais améliorer mon chrono sur 100 mètres. La plupart des gens ils disent je suis inscrite à un premier marathon pour mon 50e anniversaire et j'aimerais que tu m'aides à m'entraîner pour avoir l'endurance de compléter ce marathon. Puis le rouge, même si c'est un ingrédient essentiel pour l'amélioration de ta santé cardiovasculaire, même si d'avoir un meilleur VO2 max est le plus fort prédicteur d'espérance de vie en santé, le rouge, c'est ultra non spécifique aux épreuves d'endurance que la plupart des gens préparent. Que ce soit un ultra-trail, un marathon, même la majorité des athlètes récréatifs qui font des 5 ou des 10 km, ils ne les feront pas dans le rouge. Le rouge, pour eux, c'est des efforts qui sont absolument pas soutenables. Ils sont peut-être capables de courir 2, 3 minutes dans le rouge. Ils pourraient faire 800 mètres. Pas 5 km. Leur 5 km leur prend 25, 30, 35 minutes. Ils vont le faire tout au plus dans le jaune s'ils ont une bonne force mentale ou s'ils ont habitué leur cerveau à tolérer l'inconfort de façon prolongée. Le spécifique pour ces athlètes qui veulent compléter un marathon et qui ne cherchent pas, comme moi, à le faire en 2h30,
qui seraient très satisfaits de compléter en 5h30, ils vont le faire dans le vert. Donc, pourquoi s'entraîner toujours dans le rouge? Non seulement l'amélioration de l'endurance n'est pas aussi efficace avec l'entraînement dans le rouge, et certainement pas aussi efficace avec l'entraînement dans le jaune, mais en plus, ce n'est pas spécifique pour ces populations. Et c'est là le problème, c'est que je pense qu'ils ont... Et quand je dis on, je ne m'inclus pas là-dedans, parce que je n'ai jamais été coach d'équipe sportive d'enfants. Okay? Mais je pense qu'on peut tous se souvenir de nos cours d'éducation physique, des sports qu'on a pratiqués de façon parascolaire dans des ligues quand on était enfant. Quand on avait une punition, quand on était indiscipliné à l'entraînement, quand on avait mal performé en compétition, le coach nous faisait faire de la course. T'es pas à l'écoute, va faire 4 tours de gymnase en courant. La course a été instituée dans nos esprits comme un mécanisme de punition. Le tapis roulant était un instrument de torture. Et je crois que les gens sont capables aujourd'hui de prendre leur vélo et d'aller faire une balade pour le plaisir. Les gens jouent au volleyball ou au foot pour le plaisir. Mais je crois que rares sont les gens qui sont capables d'instinct de pratiquer la course à pied dans une optique de maximisation de leur plaisir pendant qu'ils le font. Je pense qu'ils croient, par socialisation, que la course est une punition, et probablement aussi parce qu'il y a encore une espèce d'éthique du no pain, no gain qui a été inculquée par des décennies d'overachievers qui, maintenant, avec les médias sociaux, ont des portées décuplées, qui nous montrent en fait que de faire plus, c'est mieux, de souffrir davantage, c'est mieux, de courir plus vite ou de soulever plus lourd, c'est mieux, mais qui ne nous montrent pas qu'ils sont tellement grillés à la fin d'une séance qu'ils ont besoin de 3 jours de repos complet avant d'en refaire. Et moi, je demande toujours à mes athlètes, j'imagine que certains de tes auditeurs vont se reconnaître, peut-être que même toi aussi, tu as déjà eu des cas dans ton entourage qui t'ont dit ça. Ils courent 2 ou 3 fois par semaine. Ils ont 2 parcours tracés autour de chez eux. Un qui fait 5 km et l'autre qui fait 10 km. Une fois par semaine, ils vont faire leur parcours de 5, puis une fois, par exemple, le week-end, quand ils ont un peu plus de temps, là, ils vont faire le parcours de 10. Et chaque fois qu'ils y vont, ils vont essayer d'améliorer leur record personnel. Tu vois, j'ai mon parcours de 10. Dimanche dernier, je l'ai fait en 52 minutes. C'est bon parce que tu vois, la fin de semaine précédente, je l'avais fait en 53. Donc là, forcément, hein, cette semaine, ils vont essayer dimanche, peut-être samedi, s'il fait plus beau, là, tu sais, je verrai quand les conditions. Je vais essayer d'aller le faire en 51 minutes. Tu sais. Je leur demande toujours pourquoi est-ce que tu t'entraînerais plus dur que les meilleurs athlètes sur la plage. Penses-tu que chaque fois qu'il prend ses chaussures puis qu'il sort courir pendant 10 km, Joshua Cheptegei essaie de faire 26,09, 26,08, 26,07, comme il a déjà couru 26,11? 12 fois par semaine, il va aller courir au moins 10 km, mais la plupart du temps, il va les faire en 40, 38. Pourtant, il peut courir 26 sur piste. Max 2 fois par année, il va essayer de courir 26. Pas 52, tu sais. Et la plupart des fois où il va courir, il va à des allures plus lentes que toi. Pas proportionnellement à lui-même, là. En absolu. Il fait la moitié de ton chrono sur 10 km. Mais quand il va jogger plus lentement que toi. Est-ce que c'est logique? Il y a une VO2 de 85 ml. Il y a une économie de course 2 fois meilleure que la tienne. Sa résistance à la fatigue est telle que dans le 10e kilomètre de sa course, il est capable de retrancher 8 secondes à sa moyenne, tellement il est capable d'accélérer à la fin. Et il s'entraîne beaucoup moins dur que toi. Et en plus, à l'extérieur de ses entraînements, lui, il est allongé dans un hamac, il est sur son téléphone, il fait des blagues avec ses partenaires d'entraînement qui vivent avec lui dans son camp. Maximum, il va faire une brassée de lavage, il va nettoyer un peu ses chaussures, il va aider à balayer dans le camp ou il va aider à couper des légumes pour la préparation des repas, mais le reste du temps, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de responsabilité sociale autre que d'être présent à l'entraînement quand son groupe va courir. 2 fois par jour, environ 1 heure. Alors que toi, tu as 2 gosses à la crèche et à l'école, tu dois faire le ménage à la maison, tu es allé faire les commissions tout à l'heure, c'est toi qui es responsable de la préparation des repas.
ton conjoint est à l'extérieur de la ville pour la semaine pour des représentations professionnelles. Et malgré tout, quand tu trouves le moment d'aller courir, tu vas t'entraîner plus dur que lui. Il y a quelque chose d'absolument illogique. Et si on ne fait pas cesser cette culture-là, premièrement, où les coachs punissent en faisant courir, puis deuxièmement, où les athlètes pensent que là où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de gain à faire, on continuera à avoir ces athlètes récréatifs, ces weekend warriors, comme on les appelle ici en Amérique du Nord, qui sont trop sédentaires toute la semaine et qui se surentraînent la fin de semaine et qui stagnent de toujours courir trop rarement, trop vite et qui se demandent pourquoi ils ne s'améliorent pas, qui pensent qu'ils doivent courir vite pour devenir rapides et que courir vite va les rendre endurants, alors que c'est ni spécifique ni bénéfique pour leurs conditions particulières puis leurs circonstances de vie. Et aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, moi, mon rôle la plupart du temps, c'est de leur faire comprendre qu'ils doivent s'entraîner moins dur. Leur coach n'est pas là pour les fouetter, que leur coach est là pour les retenir, pour les empêcher de s'adonner encore à leur instinct de base de toujours pousser plus en pensant gagner davantage, de se faire plus mal à l'entraînement. Bizarre, hein? Comme tu dis, c'est complètement contre-intuitif et je pense que c'est important de le rappeler. C'est vrai que même au fur et à mesure des épisodes, on le répète, mais voilà, ce que vous pensez être vrai parce qu'on vous l'a dit peut-être depuis tout petit concernant l'activité physique là sur ce sujet-là, mais même sur tous les sujets, sont potentiellement faux. Et c'est important de remettre en question un peu ces connaissances de base qu'on n'est aussi pas en mesure de justifier. Et moi, ça me fait penser aussi à quelque chose. On parle beaucoup d'efforts là depuis tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'on parle de course en termes de marathon, tout cela, mais aussi pour la santé. Courir, ça va stresser votre corps va s'adapter et ça va améliorer toutes les fonctions parce qu'on va augmenter la fréquence cardiaque. Du coup, vous aurez une fréquence cardiaque au repos qui finira par être plus faible. On va augmenter la tension artérielle pendant que vous courez. Dans la finalité, votre tension artérielle va diminuer. Vous allez avoir une meilleure capacité à extraire l'oxygène, une meilleure capacité ventilatoire aussi par vos capacités respiratoires. Donc rien que pour la santé, même si vous n'avez pas de course, tout ce que vous entendez là est 100% applicable et 100% bénéfique. Je vous coupe quelques secondes pour vous dire que si vous souhaitez contester certaines choses qui ont été dites durant l'épisode, suivez le lien Drive en description pour déposer vos réclamations avec étude à l'appui. Je ferai un épisode bonus regroupant toutes les mises à jour. On peut reprendre. Oui. Moi, je suis même de ceux qui croient qu'on devrait mesurer nos adaptations à l'entraînement et non en compétition. Parce que moi, je m'entraîne 350 jours par année, mais je compétitionne 3 ou 4 jours par année. Et il y a tellement de circonstances qui peuvent intervenir à l'extérieur de notre contrôle qui font que le jour de l'entraînement, on ne parvient pas à exprimer pleinement tout le potentiel qu'on a développé à l'entraînement, que si on focalise trop notre attention sur le 1% des journées où on est en contexte de compétition avec un dossard et on espère que tous les morceaux tombent en place, on ignore et on occulte les 99% du temps, qui sont ces 345 journées sur 350 où je ne suis pas en contexte de compétition et où mes sensations, mon rendement effectif mesuré par ma montre et mon travail corporel véritable mesuré par ma fréquence cardiaque, ma lactatémie, peu importe, sont des outils très sensibles qui nous permettent de détecter que l'on a amélioré notre santé, que l'on a amélioré notre efficacité à produire de l'énergie de mouvement. Et moi, je pense que si vous avez une aversion à la compétition, si vous n'aimez pas mettre des dossards, si vous ne voulez pas dépenser d'énergie pour vous inscrire à une course, dépenser d'argent pour avoir votre dossard, vous devoir vous déplacer à un endroit fixe, à une heure fixe pour vous mesurer aux autres dans un contexte de compétition, ça n'a aucun effet négatif sur votre capacité à vous entraîner quotidiennement, à l'année longue, et à mesurer les améliorations de vos performances à l'entraînement par des séances étalons que vous répétez de temps à autre. Et améliorer ces marqueurs de santé que tu as mentionnés dans un bilan annuel avec votre médecin quand vous passez à la pharmacie et que vous êtes en attente de votre prescription, vous installez le bras dans la machine et mesurez votre tension
systolique, diastolique et de vérifier que ça s'est amélioré, de vous faire peser chez le médecin, de passer un scan DEXA, puis d'avoir effectivement le retour que votre densité minérale osseuse a augmenté avec la course à pied, que votre pourcentage de masse adipeuse a diminué avec la course à pied, même si votre poids en absolu n'a pas diminué, par exemple. Si vous avez davantage de masse osseuse et musculaire et moins de masse adipeuse, forcément, votre poids peut rester le même, mais votre santé s'est considérablement améliorée. Il y a plein de marqueurs qui peuvent être des vecteurs de motivation intrinsèques. J'ai des meilleures sensations à l'entraînement. J'ai plus de facilité à revenir du supermarché avec mes courses à la main. J'ai plus de facilité à jouer avec mes petits-enfants au parc, de grimper avec eux dans les structures de jeu, de glisser avec eux, de rouler par terre, de les soulever puis de les prendre sur mes épaules. J'ai plus de facilité dans ma cuisine à me pencher, à m'accroupir pour aller chercher une casserole dans un tiroir plus bas. J'ai plus de facilité à monter sur la pointe des pieds puis à garder les bras en l'air pour aller chercher les plats les plus hauts sur les armoires les plus élevées. Vous avez plein de facteurs de votre fonction quotidienne qui vont être améliorés par la pratique de ces entraînements, qui améliorent votre endurance, qui améliorent votre force musculaire, qui améliorent votre capacité cardiovasculaire et qui ne sont aucunement liés à vos résultats en compétition, qui sont aucunement liés au fait que vous soyez terminé 27e dans votre groupe d'âge chez les 75-79 ans. Ça peut être 100% des choses que vous mesurez au quotidien, pendant vos entraînements ou en marge de vos entraînements, sans jamais prendre de dosage. Et moi, je suis même de ceux qui croient qu'on gagne davantage à se tester plus souvent, quotidiennement, et à réviser le cours des choses en fonction de ça, que d'espérer que la sauce prenne parfaitement et que le jour de la compétition, tout tombe parfaitement en place. Parce que justement, il y a plein de facteurs à l'extérieur de notre contrôle. Puis il suffit qu'il fasse un peu chaud, il suffit qu'il vente, il suffit qu'on ait mal digéré ce matin-là ou mal dormi la nuit précédente pour que là, on ait l'impression que, bon, tu vois, les 5 derniers mois d'entraînement n'ont rien donné, j'ai pas amélioré mon record personnel. Non, je pense que si tu avais couru la veille ou le lendemain, le résultat aurait été différent. Et ta conclusion aurait été différente aussi. Alors, si tu es capable de développer cette acuité, de mesurer en fonction de tes sensations, à l'entraînement, au quotidien, si tu te sens plus en forme, sans te mentir, c'est pas de l'auto-hypnose, mais si tu sais à quoi ça correspond un effort, puis que tu l'objectives avec ta montre, en commençant par t'orienter en fonction de tes sensations, tu n'as pas besoin des compétitions pour te prouver que tu es plus en forme et plus en santé. Complètement. Et c'est vrai que c'est quelque chose, alors quand on débute en tant que sédentaire et qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire de l'activité physique ou autre, on va dire que l'avantage, c'est que la courbe de progression, elle est vraiment exponentielle. Et dès le départ, vous allez sentir que vous êtes beaucoup moins essoufflé quand vous montez les escaliers. Donc tu dis que vous arrivez à atteindre des objets plus facilement et on le voit que ce soit chez les sédentaires, chez les personnes obèses, chez les personnes âgées. Le bénéfice de l'activité physique, il est global et pour tous. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre. On va dire qu'il n'y a personne qui a suffisamment d'excuses pour ne pas bouger. Si ce n'est que, justement pour ce que tu as mentionné, l'amélioration est exponentielle au début et c'est grisant. Je pense que ça amène des gens à se mettre à en faire trop vite et que la plupart de mes collègues physiothérapeutes qui vont traiter des personnes qui ont commencé à courir vont traiter ces personnes-là qui se sont emballées de s'améliorer très vite et ont cherché à continuer à s'améliorer aussi vite. Alors que dans la vie, je ne connais pas de choses qui puissent augmenter de façon exponentielle, de façon indéfinie. Il y a toujours, à un moment donné, un moment où la courbe finit par plafonner puis ressembler plutôt à une asymptote. Alors, ça continue toujours à s'améliorer, mais si une augmentation de 50% de vos efforts a donné une augmentation de 100% de vos retours sur vos investissements initialement, augmenter encore de 50% vos efforts ne va plus s'associer qu'à 50% d'amélioration. Puis ensuite, 50% va donner 25, puis 50% va donner 12, puis 50% va donner 6. Donc, rendu au point où j'en suis, 10 ans après avoir commencé à courir, à un peu plus que 7000 km par année aujourd'hui, si j'attendais encore de m'améliorer autant que je l'ai fait quand j'ai commencé, je serais complètement démoralisé.
Et si je cherchais à m'entraîner tellement toujours plus parce que je suis conscient qu'il faut que j'en fasse plus, mais que je le faisais pas dans l'optique de m'améliorer tranquillement, mais de continuer à soutenir ce rythme, j'arriverai à un stade où forcément je me surmènerais, je me blesserais. Et je pense que c'est ça le plus gros enjeu, en fait, qu'on a. C'est de faire accepter aux gens que si initialement, dans les premières semaines, les premiers mois que tu as pratiqué cette activité, ça t'a permis de t'améliorer énormément, il faut que tranquillement, tu déplaces la focale de la raison principale pour laquelle tu continues à pratiquer cette activité, non plus sur à quel point elle te permet de t'améliorer, mais plutôt sur à quel point elle te permet de continuer à être plus en santé, mieux dans ta peau. Mais que le toujours plus n'est pas toujours mieux. Moi, je pense que si je faisais vraiment tout l'entraînement que je fais, entre 12 et 15 heures par semaine, là, présentement en course à pied, dans une optique de maximiser ma santé et ma forme globale, je courrais moins et je ferais plus d'autres activités pour me renforcer de façon plus complémentaire et complète. Et c'est fort probablement ce que je ferai dans quelques années quand j'aurai besoin d'optimiser ma santé puis ma forme physique autrement qu'en courant. Maintenant, moi, ce qui me plaît en ce moment, c'est de courir. Et par principe de spécificité, je cherche à m'améliorer en course à pied en pratiquant la course à pied. Mais quand je serai rendu mi-quarantaine, au tournant de la cinquantaine, probablement que je passerai plus de temps en salle pour renforcer le haut de mon corps, que je néglige complètement, plutôt que le bas de mon corps, sur lequel j'insiste quotidiennement, bi-quotidiennement. Peut-être aussi que je pratiquerai des sports où il y a une composante de coordination, de tactique, du badminton, des changements de direction, plutôt que de toujours faire ce sport linéaire où je pose un pied devant l'autre et j'essaie d'avancer le plus vite possible. Donc, oui, dans une optique de santé, la course à pied, c'est très bien parce que ça améliore et votre santé musculo-squelettique et votre santé cardiovasculaire. Mais viendra un moment où si, par exemple, vous le pratiquez déjà 5 ou 6 fois par semaine, entre 30 et 60 minutes, c'est pas d'ajouter de la course à pied qui va nécessairement continuer à améliorer votre forme cardiovasculaire et votre santé musculo-squelettique. C'est d'ajouter des compléments, un peu de vélo, du renforcement, des activités qui nécessitent une meilleure coordination, une meilleure lecture de terrain, d'aller courir parfois en sentier pour ajouter des équilibres, travail de proprioception, d'équilibre, de coordination des mouvements, plutôt que toujours du tapis, de la route, de la piste d'athlétisme, des sentiers linéaires cyclables, par exemple, ou asphaltés. Donc, dans une optique de santé globale, la plupart des études nous le montrent, à 5 ou 6 fois 30 minutes par semaine, les bénéfices pour la santé, ils sont à peu près optimisés. On ne peut pas chercher beaucoup plus de bénéfices pour la santé de pratiquer la même activité dans des volumes plus considérables. Donc, de venir ajouter des compléments va aider à vous diversifier puis à vous rendre plus fort et plus adapté à un plus grand éventail d'activités. C'est aussi notre rôle. Tu fais bien de le préciser parce que je pense que c'est important de comprendre que voilà, la courbe au début elle va être comme ça, ensuite il va y avoir la phase de plateau, et la phase de plateau elle va être là aussi pour maintenir tous les bénéfices que vous avez pu avoir dans votre corps, dans votre santé. Et c'est là où justement toutes les motivations extérieures sont les bienvenues, c'est-à-dire vous avez pris un peu d'âge, vous arrivez à jouer avec vos enfants ou vos petits-enfants dans le jardin, bien plus qu'avant. Ben ça doit être une motivation qui doit vous aider à tenir le même rythme, le même plateau, sans que vous fassiez votre record personnel sur le 10 km. Ça, presque, on s'en fiche parce que nous, c'est ce pourquoi on est là aussi sur ce podcast, c'est pour aussi parler santé globale et je pense que c'est vraiment essentiel d'apporter les précisions que tu as apportées. D'autant plus que si vous voulez encore avoir un VO2 max suffisant, rendu à 75 ans, pour jouer avec vos enfants, vos petits-enfants, pour grimper la colline derrière chez vous en marchant, pour prendre l'escalier, pour sortir du métro. Si vous voulez avoir un VO2 max de 35 millilitres par kilogramme par minute quand vous avez 75 ans, et vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir un VO2 max de 40 quand vous avez 40 ans. Le VO2 max, il va décliner et vous ne serez plus à 35 rendu à 75 ans si vous êtes seulement à 40 quand vous avez 40 ans.
Vous n'êtes pas obligé d'être à 70, 75, comme c'est mon cas, mais si vous êtes capable d'aller chercher dans les 50, ce qui est à la portée de la plupart des gens qui se donnent la peine de pratiquer une activité physique, quand vous êtes dans la trentaine, la quarantaine, plus vous êtes haut quand vous avez un âge pas trop avancé, plus vous allez partir de haut dans votre déclin inéluctable avec l'âge. Et plus vous serez encore à un niveau fonctionnel élevé à un âge avancé. Et c'est pas à 70 ans qu'on commence à se mettre en forme pour avoir la meilleure forme physique possible à 75 ans. C'est encore possible. Si vous êtes à l'écoute présentement et que vous avez 65 ans, ne pensez pas purée, tout est fini, je peux plus rien changer, mon destin est scellé. Non. Mais si vous avez 50 ans puis que vous vous dites, c'est vrai, à 75 ans, je veux pouvoir sauter sur le trampoline avec mes petits-enfants, ben, il faut que vous soyez capable aujourd'hui de faire beaucoup plus que ça. Parce que dans 25 ans, vous allez avoir perdu une grande proportion de vos capacités. Si vous ne cherchez pas à les maximiser aujourd'hui et si vous ne cherchez pas à les entretenir le plus possible dans les 25 prochaines années. Et je pense que c'est vraiment ça le message qu'on devrait véhiculer. Soyez le plus en forme possible à l'âge que vous avez maintenant, si vous voulez être le plus en forme possible au moment où vous vous attendriez à ne plus être en forme, comme vos parents ne l'étaient plus rendus à cet âge-là. Et laissez-vous surprendre par la capacité de votre corps, même à 45, 50, 55 ans, de développer des adaptations que vous pensiez seulement possibles chez des jeunes, mais qui sont aussi possibles chez vous. Peut-être au prix d'efforts un peu plus grands, peut-être avec des résultats moins époustouflants, mais on n'a encore pas de retour d'expérience de personnes qui se sont mises à pratiquer une activité physique régulière et qui n'en ont pas profité, qui ne se sont pas trouvées en meilleure forme et en meilleure santé d'avoir commencé à le faire, même à un âge avancé. Je pense que c'est le message de conclusion parfait pour cet épisode. J'aimerais revenir juste, comme j'aime bien faire à la fin de chaque épisode, c'est sur 5 petits conseils que tu pourrais donner, voilà, pour faire un résumé de l'épisode, 5 conseils que tu donnerais pour les personnes qui souhaitent prendre soin de leur santé, on a pu aborder cardiovasculaire et métabolique, voilà, qui peuvent appliquer dans les prochains jours, prochaines semaines. Ben, encore une fois, je pense que j'aimerais ramener un peu la méthode que j'avais proposée initialement. Trouvez-vous une activité qui s'intègre facilement à votre quotidien, que vous pouvez pratiquer autour de chez vous, dans votre milieu de vie. Je pense que la course à pied, à part peut-être le cyclisme, là, où ça prend à peu près le même temps, mettre ses baskets et sortir courir devant chez soi que s'asseoir sur sa selle et commencer à pédaler. Ne cherchez pas à pratiquer l'activité parfaite que vous ne pourrez pratiquer qu'une ou 2 fois par semaine quand les circonstances de votre vie vous le permettront. Que ce soit facile à intégrer au quotidien, 10 minutes d'alternance course-marche dans une journée, c'est 10 minutes de mieux que rien du tout parce que votre emploi du temps ne vous l'a pas permis. Donc, que ce soit facile à intégrer au quotidien, c'est le premier ingrédient. Une activité qui n'a pas une composante technique très complexe. Moi, je ne ferais pas de tir à l'arc. Je ne suis pas un avironneur né. Je ne suis pas capable de faire du water polo. Mais courir, j'ai développé rapidement la capacité à le faire bien, à une allure qui me plaît, puis avec un sentiment de compétence. Et je pense que pour cette raison-là aussi, le cyclisme et la course à pied sont 2 activités qui sont très pratiquées parce qu'elles sont faciles à intégrer au quotidien et qu'elles n'ont pas une composante technique très importante. Donc, ne vous laissez pas limiter par votre capacité à pratiquer cette activité, mais commencez et laissez votre corps optimiser ses processus pour devenir meilleur à le faire. Ne pensez pas qu'on doit apprendre à courir en suivant des cours de course à pied. Commencez à courir et laissez votre technique s'affiner au fur et à mesure que vous le pratiquez, tout simplement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de courir. Il y a des manières de courir qui sont celles des personnes qui débutent et qui n'ont pas encore optimisé leurs gestes, et des manières optimisées parce que les personnes le pratiquent régulièrement depuis longtemps. Ne vous laissez pas embrigadé par les conseils marketing des compagnies qui vous disent que ça vous prend un équipement spécifique et sophistiqué pour pratiquer cette activité. Chez les femmes, un short, peut-être un soutien-gorge sport ou un chandail si vous n'êtes pas à l'aise de... Chez les hommes, on peut même, dans les limites de la décence, ne porter qu'un short pour aller courir. Même sans chaussures, c'est faisable.
Faites les choses régulièrement plutôt que de chercher à les faire parfaitement. Cherchez à les faire souvent et longtemps, si possible. Il vaut mieux jogger 60 minutes dans le verre que 12 minutes dans le jaune, comme on le disait. Et pour que donc ce soit possible de le faire longtemps et souvent, plutôt que de le faire systématiquement de façon intense et difficile. Puis faites rayonner autour de vous aussi. Pratiquez-le. C'est une superbe activité sociale. Rejoindre des amis pour aller jogger ensemble, pour discuter en mouvement, pour être sûr d'être capable de tenir une conversation, donc d'être dans le vert. Il n'y a pas vraiment mieux que d'être avec des amis puis d'en profiter pour se raconter notre semaine, se partager nos réflexions sur des sujets complexes, se mettre à jour sur l'évolution de nos dossiers professionnels qui exigent donc de réfléchir. Plutôt que de juste le faire en prenant un café ou de juste le faire au téléphone en faisant autre chose dans la maison, donnez-vous rendez-vous et discutez. Donc, facile d'intégration autour de chez vous, sans équipement spécifique, sans compétences techniques, avec une grande régularité et en profitant des occasions qui se présentent ou que vous créez pour socialiser, pour le faire à plusieurs, puis partager ces bons moments ensemble. Super. Bon, ma vidéo a coupé, hein, je suis encore là. Écoute, merci beaucoup, Olivier. Dis-moi où on peut te Avec grand plaisir. retrouver si on veut te contacter, si on veut des infos supplémentaires. Le mieux, c'est de nous suivre sur nos médias sociaux. La plupart du temps, donc, les contenus qui vont être diffusés sont de mon cru ou directement ou indirectement. Donc, la Clinique du Coureur sur Facebook, Instagram, lacliniqueducoureur.com si vous voulez dépouiller toutes les ressources de vulgarisation et de conseils qui sont 100% gratuites dans notre site. Vous abonnez à notre infolettre pour recevoir toutes nos offres, tous nos nouveaux contenus. Et le coaching du coureur aussi, qui est notre entreprise donc de coaching en course à pied à distance. Encore une fois, Facebook, Instagram et lecoachingducoureur.com pour ces ressources. C'est là que vous allez voir les infographies, par exemple, de vulgarisation scientifique que je produis, que vous allez voir des invitations à assister aux webinaires que j'anime et que vous allez pouvoir entrer en contact avec nous donc pour discuter en marge des courses qu'on organise, des cours qu'on anime, des camps d'entraînement qu'on héberge et que vous pourrez donc m'adresser vos questions et vos commentaires si vous êtes intéressé à poursuivre ces échanges. Super. Bah écoute, je vais clôturer l'enregistrement et puis nous on se garde juste le temps que ça finisse de se uploader. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Vous avez maintenant des outils pour prendre soin de votre santé au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles. Nous on se retrouve dans 2 semaines. Ciao.